Il me fait grand plaisir d'introduire la présentation du Bobindi d'aujourd'hui, qui nous est offerte par Jérémy Périchon, qui est orthophoniste, qui est formateur, il est doctorant en sciences du langage à l'école doctorale des lettres, langues, sciences humaines et sociales à l'Université Clermont-Auvergne. Et son expertise clinique qui l'a amené à réfléchir à ces questions parce qu'il s'est beaucoup questionné pendant sa pratique clinique sur le partenariat parental en orthophonie. Et donc, ses travaux actuels portent justement sur le retentissement fonctionnel du trouble du langage et ou des apprentissages. Il est accompagné dans son parcours doctoral par plusieurs encadrants en France, mais aussi une encadrante, une superviseure au Québec qui est Marianne Paul, qui est orthophoniste, qui est professeure au département d'orthophonie de l'UQTR. Euh, Elle a une expertise assez développée dans la validation d'outils des troubles du langage. Alors, euh, c'est intéressant d'avoir cette combinaison d'expertise. Et alors, j'ai bien hâte d'entendre où vous êtes rendu dans votre parcours de réflexion. Jérémy, je te donne la parole. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphano. Donc bonjour à tout le monde. Donc je suis ravi effectivement aujourd'hui de vous parler donc, du choix du cadre de référence dans la documentation à la fois des impacts et du retentissement fonctionnel. Puis on va essayer de faire du lien entre les aspects théoriques et les répercussions cliniques. Tout d'abord, donc, on va vous présenter donc, les résultats qui sont issus d'une scoping review, hein, qui est donc sur les 10 dernières années, entre janvier 2013 et octobre 2023. Et donc, dans cette revue de portée, on a pu mettre en évidence plusieurs constats qu'on va essayer de vous présenter, voilà, ici de manière beaucoup plus classifiée finalement par rapport à notre analyse. Donc j'aimerais introduire cette présentation par la citation de Karen McGregor et collègues qui rappelle que lorsque les enfants d'âge scolaire ont un fonctionnement qui est préservé, il n'est pas toujours utile finalement de les éloigner des expériences en classe, de leur vie de famille, du jeu, du repos ou d'autres activités de la vie quotidienne pour leur faire participer à des interventions structurées, notamment orthophoniques, parce qu'il est possible que les enfants qui ont un trouble du langage, un trouble des apprentissages, ne soient pas toujours en situation de handicap tout au long de leur vie. Et donc, il va être important d'avoir une surveillance qui soit accrue et assez régulière des handicaps qui pourraient apparaître au fur et à mesure que les contextes changent. Donc là, on va penser notamment aux périodes de transition entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte, hein, par exemple, le préscolaire et le scolaire, et au fur et à mesure que les exigences fonctionnelles augmentent. Donc, on imagine bien qu'on ne va pas demander les mêmes exigences en fonction du lieu dans lequel on évolue. Donc, par exemple, entre préscolaire et scolaire, scolaire et secondaire, par exemple, pour aller à l'université ou dans un milieu professionnel. J'aime bien illustrer l'approche biopsychosociale du handicap dans laquelle aujourd'hui on intègre de plus en plus, en tout cas, la prise en soin orthophonique, qui dit que le handicap est l'interaction entre des activités de la vie quotidienne et des facteurs contextuels, donc à la fois des facteurs personnels et des facteurs environnementaux. Et avec ces trois images, on comprend bien à quel point un handicap, ici physique, va pouvoir varier selon les environnements. Donc à gauche, par exemple, le fait de rouler sur un gazon, au milieu, rouler sur du sable et à droite, rouler sur de l'asphalte. Et on voit bien que la situation de handicap et la perception du handicap vont fortement être influencées par les environnements dans lesquels l'individu se situe. Et si on fait le parallèle maintenant avec les troubles du langage, ben, on peut imaginer que notre enfant, en situation de travaux de groupe, en situation de présentation d'exposé, en situation d'échange avec une caissière, par exemple dans un supermarché, va rencontrer des défis qui sont significativement variés et diversifiés, qu'on ne retrouvera pas forcément et qu'on ne pourra pas forcément documenter dans notre pratique en privé ou en institution. Donc finalement, l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, nous amène à percevoir le handicap et à le catégoriser sous trois grandes facettes. Le handicap qui est identifié, qui finalement serait déterminé en fonction de critères définis. Donc là, on pourrait faire référence au DSM-5, à la CIM 11. Le handicap qui est ressenti, qui se rapproche davantage de notre retentissement fonctionnel, on va en reparler un petit peu après, donc qui est la perception personnelle de se considérer comme une personne en situation de handicap et le handicap qui est reconnu. Donc là, par exemple, en France, on a la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc, c'est quand on a une reconnaissance par une administration publique de la situation de handicap. Et ce qui est intéressant, c'est que l'INSEE
dans plusieurs régions françaises, a pu mettre en évidence des différences significatives et des disparités régionales avec des prévalences variables de ces trois facettes de handicap. Et donc, l'explication qu'ils ont donnée lors de leur analyse, c'est que cela va fortement être influencé par les normes sociales et les politiques régionales en vigueur. Fonctionne bien, exigence fonctionnelle, situation qui change. Dans la citation de Karen McGregor, finalement, on va se poser la question de quels enjeux. Donc, je vous propose d'abord de commencer par les enjeux autour de la mesure du fonctionnement et du handicap. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a une absence qui est assez unanime, hein. En tout cas, il y a un constat qui est assez unanime sur l'absence de standardisation terminologique. C'est-à-dire que dans notre revue de portée, on a identifié 53 articles et à l'intérieur même de ces 53 articles, nous avons recensé pas moins de 21 termes pour parler des conséquences fonctionnelles des troubles du langage et des apprentissages. Donc, on voit bien qu'il y a une pluralité de termes et ça constitue un vrai défi parce que en dépit de cette pluralité de termes, on a une absence de définition claire des concepts de functional impact et de functional impairment. C'est-à-dire que les concepts mêmes qui ont été proposés dans les recommandations du consensus Catalyse ne sont pas définis de manière claire et opérationnelle, ce qui va complexifier d'autant plus leur mise en application lors de l'évaluation et de la documentation dans la pratique clinique. Et il y a donc cette première difficulté qu'on rencontre qui est l'absence de définition, mais il y a une autre difficulté qui est encore plus importante, c'est qu'on a une interchangeabilité des terminologies, ce qui souligne encore plus le besoin urgent d'une standardisation terminologique, c'est-à-dire qu'un terme, donc functional impact, est parfois remplacé par son pendant, functional impairment, à l'intérieur même des articles. On a une grande diversité des pratiques d'évaluation, en tout cas des conséquences fonctionnelles des troubles. Par exemple, Wayne et collègues, en 2003, elles ont réussi à mettre en évidence un constat qui est assez intéressant. Elles ont demandé aux orthophonistes comment faites-vous pour documenter les conséquences fonctionnelles des troubles. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une pratique qui est équivalente. Ce qui est assez quand même plutôt commun, c'est que beaucoup de pratiques se basent sur les questionnaires ou sur les observations, mais on voit bien que même à l'intérieur de ces pratiques-là, il y a une pluralité de façons de faire et de méthodologies qui est relativement importante. Donc, ça va nous amener à un défi notamment clinique, mais aussi à un défi scientifique, qui est la comparabilité des résultats par rapport aux évaluations des conséquences fonctionnelles des troubles. On voit aussi qu'on a des divergences dans l'interprétation même des objectifs d'intervention selon le cadre de référence que l'on utilise. Par exemple, on a demandé à des orthophonistes et à des chercheurs de différencier les objectifs en leur demandant si c'était plutôt dans la catégorie des activités ou dans la catégorie de la participation sociale auprès d'enfants d'âge préscolaire. Et on s'est rendu compte que leurs interprétations étaient fondamentalement divergentes en dépit du cadre théorique qui était partagé. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que les cliniciens pensent agir sur de la participation sociale parce qu'on imagine qu'ils ont en ligne de mire les objectifs à long terme, là où les chercheurs considèrent ces objectifs davantage comme des activités, donc qui permettent d'atteindre des capacités individuelles, finalement des objectifs SMART à court terme. Un autre constat qui a été assez marquant dans notre revue de portée, c'est que la prise en compte du point de vue de l'enfant est relativement dépendante de l'âge et de ses capacités cognitives, donc notamment à comprendre, à réfléchir, à répondre à des questions qui sont beaucoup plus méta, hein, qui sont basées sur sa perception de son handicap et de son fonctionnement. Néanmoins, il y a un fait qui est avéré, c'est que dès le plus jeune âge, à partir de 4 ans, il est important de favoriser la prise en compte du point de vue du patient, même si on sait qu'il va y avoir des discordances interévaluateurs entre l'enfant, entre le parent, entre l'enseignant. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est lié à la perception subjective de chacun en lien avec les environnements dans lesquels ils évoluent. C'est-à-dire que les parents n'ont pas accès au milieu scolaire, les enseignants n'ont pas accès au milieu familial. Donc finalement, la pierre angulaire de tout ça, ça reste l'enfant. Donc bien évidemment que sa perception, elle va être relativement limitée, parfois biaisée par ses compétences métacognitives, par ses compétences socio-émotionnelles, par le mécanisme de désirabilité sociale. Néanmoins, c'est important qu'on puisse prendre le temps et en tout cas qu'on encourage la pertinence de documenter le point de vue de l'enfant dans nos évaluations des conséquences fonctionnelles. On va se poser finalement la question de quelle méthode
privilégier plutôt de l'observation, plutôt de la discussion, plutôt des échantillons de langage naturel, plutôt des questionnaires, plutôt des entretiens semi-dirigés, libres. Quels outils? Des échelles d'observation de la communication, le focus par exemple. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, c'est d'avoir en prise en considération que selon les outils qu'on va utiliser, ils ne vont pas documenter les mêmes éléments. C'est-à-dire que le focus est davantage une mesure du changement de la participation communicative, donc est davantage une mesure de la performance, alors que quand on veut documenter les impacts et le retentissement fonctionnel, il va falloir qu'on intègre d'autres dimensions, qu'on va voir après, notamment les facteurs psychosociaux, notamment les répercussions sur la qualité de vie. Donc on se rend compte qu'on a des outils qui sont disponibles aujourd'hui dans notre pratique clinique, mais qui vont rencontrer néanmoins certaines limites. La question des évaluateurs, on en a parlé juste avant, les enfants, les parents, les enseignants, les tuteurs, ou alors d'autres professionnels de la santé ou de l'éducation, ou des services sociaux. La question des domaines, le domaine éducatif, le domaine social, le domaine émotionnel ou le domaine comportemental. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément des réponses qui sont claires et définies, en tout cas pour répondre à la question de cette pluralité de méthodes et de pratiques d'évaluation. En tout cas, c'est vraiment un appel à l'action et une initiative pour réfléchir autour de nos propres pratiques professionnelles. Donc, peut-être avant de continuer, juste de préciser que dans le cadre de la présentation, on parle de conséquences fonctionnelles qu'on sépare en deux types. Il y a les impacts fonctionnels qui sont plus au niveau des activités, par exemple, et le retentissement qui est vraiment plus au niveau du ressenti. Tout à fait. Donc ça, c'est assez important parce qu'effectivement, je vais vous présenter juste après les définitions qui sont issues de notre scoping review. Et on a décidé d'utiliser un terme généraliste plutôt que de toujours scinder functional impact, functional impairment. On a décidé d'avoir un terme qui soit global, qui ensuite se subdivise selon finalement la nature de ces conséquences fonctionnelles. Est-ce que c'est davantage des impacts sur les activités, sur la participation sociale ou davantage des répercussions sur le ressenti du patient au quotidien? Donc pour introduire cette idée-là, je vais vous présenter les deux classifications actuellement les plus reconnues à l'échelle internationale, hein, qui permettent de comprendre cette approche biopsychosociale du handicap, donc la classification internationale du fonctionnement et le processus de production du handicap. Dans ces deux classifications, vous pouvez voir à l'écran, on voit qu'il y a une volonté commune de prendre en considération les interactions qui sont complexes entre les activités, donc les habitudes de vie, la participation sociale, la présence et l'existence d'un trouble et les facteurs contextuels qui vont venir entraver ou faciliter justement la participation sociale d'un individu. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des différences qui sont importantes sur le plan terminologique, sur le plan conceptuel, c'est-à-dire que par exemple dans le PPH, on va avoir un accent qui est mis sur la participation sociale comme la résultante dynamique de l'interaction entre les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie, là où dans la CIF, la participation sociale est une dimension, une catégorie à part entière de la classification du handicap. Donc on voit bien que en dépit de leur similarité, de leur convergence, on a déjà des premières divergences qui ont l'air en tout cas d'apparaître, comme on peut le voir sur ces deux modèles. La deuxième chose, c'est que, on va le voir également, dans la CIF, on a les facteurs personnels qui sont documentés, en tout cas qui sont détaillés dans la classification, mais quand on regarde à l'intérieur du manuel, on n'a pas d'exemple clair et précis de ce qu'ils entendent et en tout cas de ce qu'ils considèrent comme facteur personnel. Ce qui est une vraie problématique parce qu'on le voit bien, pour prendre en considération nos impacts et notre retentissement fonctionnel, ça va être fortement lié à la perception, au ressenti et au vécu du handicap par le patient. À partir de ça, on a essayé de mener une analyse comparative critique, hein, de ces deux classifications du handicap et on va vous présenter vraiment les éléments les plus saillants qui sortent de notre analyse comparative critique. Donc, dans la CIF, on a une approche qui est très statique, c'est-à-dire qu'on essaye de définir le handicap à un instant T
sans vraiment prendre en considération les évolutions qui peuvent apparaître au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la variation des contextes et des environnements. Alors que dans le PPH, on a une approche qui est beaucoup plus dynamique du handicap, puisqu'on voit bien que la temporalité, l'évolution des environnements, elle est au cœur même de la construction de ce modèle théorique. Au niveau des facteurs considérés, on a à la fois donc les facteurs environnementaux et personnels qui sont considérés dans les deux classifications. Cependant, comme je vous l'ai précisé, les facteurs personnels sont considérés mais pas détaillés. Alors que dans le PPH, on voit qu'on a des facteurs personnels cette fois-ci qui sont davantage détaillés, qui vont prendre par exemple en compte le tempérament de l'enfant, qui vont prendre en compte sa personnalité, qui vont prendre en compte son estime de soi. Donc on voit bien qu'il y a déjà des éléments qui sont mis en lumière qui vont faciliter la documentation des facteurs personnels dans notre évaluation et tout au long de notre prise en soin orthophonique. Un autre point qui est important, c'est que dans le PPH, les facteurs environnementaux sont beaucoup plus détaillés que dans la classification internationale du fonctionnement, mais ne prennent pas assez en compte l'environnement linguistique. Donc on voit bien déjà que c'est une limite et on voit bien que ces deux classifications du handicap, elles ont été construites pour évaluer le fonctionnement et le handicap d'une façon générale, sans se spécifier à la question des troubles du langage et des apprentissages, ce qui pour nous est une limite assez évidente de leur application dans notre pratique clinique quotidienne. En termes de sévérité du trouble du langage et des apprentissages, donc on se rend compte qu'on a deux taxonomies qui sont détaillées, néanmoins qui ne tiennent pas toujours compte des différences interindividuelles dans le cadre spécifique de la sévérité des troubles du langage et des apprentissages. Donc, ça va nous amener à nous questionner sur comment documenter les impacts et le retentissement fonctionnel en s'appuyant sur ces deux classifications-là. Si on s'appuie sur la CIF, on va davantage essayer de lister, comme une checklist, les limitations d'activité et les restrictions de participation sociale de l'individu. Donc, comme vous l'introduisez Marianne, c'est ce qui fait référence aux impacts fonctionnels. Donc on voit bien que dans cette classification-là, l'accent n'est pas du tout mis sur la perception du handicap, donc sur le retentissement fonctionnel. Tandis que dans le PPH, on a à la fois cette prise en compte des limitations d'activité et des restrictions de participation sociale. Néanmoins, on a l'accent et un emphase qui est mis sur la prise en compte des aspects subjectifs et des aspects expérientiels qui sont liés au handicap, puisque les facteurs personnels sont vraiment reconnus comme une dimension à part entière qui va interagir avec le fonctionnement de l'individu au quotidien. À partir de ces deux classifications, on a essayé de vous lister quelques outils qui sont disponibles, en tout cas dans la littérature et puis également en libre accès ou en commercialisation. Donc, et on vous les a classifiés soit en hétéro-évaluation, soit en auto-évaluation, soit de manière combinée, c'est-à-dire qui intègre à la fois de l'hétéro et de l'auto-évaluation. Donc, par exemple, il y a le CLIF 3.6 et le CLIF 6.12 qui ont été élaborés par Élodie Ross-Lévesque et collègues en 2024. Et donc, dans ces deux outils, donc, qui sont des questionnaires de langage sur les impacts fonctionnels, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on s'appuie sur cette perspective de la CIF qui vise à évaluer, à documenter les impacts fonctionnels, mais on n'a pas forcément de prise en compte de la perspective de l'enfant à l'intérieur. Au niveau de l'auto-évaluation, on a des outils qui sont très généralistes et absolument pas spécifiques à l'orthophonie. Donc, on a le GOAI qui est plutôt sur la santé buccale. On a l'ESAP sur les aptitudes professionnelles et on a l'ESOP BD qui est plutôt sur des objectifs prioritaires en ergothérapie. Donc, on voit déjà sur ces deux premières lignes qu'il y a peu d'outils qui sont développés spécifiquement à l'orthophonie et que les outils disponibles actuellement sont plutôt soit très généralistes, soit spécifiques à d'autres domaines d'intervention. Dans les outils combinés, on se rend compte qu'on a donc des corsets, c'est-à-dire des listes, des batteries qui permettent de venir documenter finalement, par exemple, prenons l'exemple du TDAH ou de la paralysie cérébrale, l'ensemble des impacts fonctionnels et des limitations fonctionnelles qu'on pourrait rencontrer régulièrement ou en tout cas fréquemment dans le quotidien d'un patient et qu'on va pouvoir retrouver en impact sur son fonctionnement.
Euh, Vous avez aussi l'ICECAP. Là, à nouveau, c'est une mesure qui est très généraliste, donc très difficilement applicable à l'orthophonie. Et enfin, vous avez la WUDAS. Là, cette fois-ci, qui est un petit peu plus applicable à l'orthophonie, néanmoins qui rencontre de relatives limites parce qu'elle a été construite par l'OMS, donc plutôt pour une vision générale du handicap et absolument pas spécifique aux troubles du langage et des apprentissages. Du côté du PPH, vous avez des outils qui sont davantage utilisés en ergothérapie, bien qu'il y ait des études qui utilisaient ces outils, en tout cas, tels que le MAVI, et je pense à l'étude de Claire Croteau et collègues en 2018, qui ont essayé de documenter la réalisation des habitudes de vie chez des enfants présentant un TDL entre 5 et 13 ans. Donc, on voit que dans les outils disponibles, par exemple MAVI, ou le CLIF, on va pouvoir essayer de s'appuyer sur ces outils-là pour commencer, en tout cas tenter d'essayer de documenter les impacts fonctionnels. Néanmoins, on se rend compte des limites qu'il rencontre. Pour le CLIF, il n'y a pas d'auto-évaluation, et pour le MAVI, ce n'est absolument pas un outil qui est spécifique à l'orthophonie. Donc, avant d'enchaîner, peut-être une petite précision par rapport au Core 7. Donc, comme mentionné précédemment, il n'y a rien de spécifique au niveau des troubles de langage. Donc, il y a un grand nombre de pathologies qui est répertorié avec les corsets comme ça, mais rien vraiment de spécifique pour le langage. Bien qu'il y ait quand même des travaux qui visent à essayer de les identifier par... Je Oui, te laisse. Westby et Washington notamment. Donc, c'est Westby et Washington en 2017, effectivement, qui ont essayé de travailler sur l'identification des codes qualificatifs, parce qu'en fait, il faut penser que la CIF, c'est un ensemble de codes, hein, donc c'est un système de codage qui est très complexe. Et Westby et Washington ont essayé en 2017 d'identifier aux préscolaires les codes les plus pertinents pour essayer d'évaluer les conséquences fonctionnelles des troubles chez des enfants qui présentaient des troubles du langage et de la communication. On se rend compte aussi que c'est un gros défi, comme le précisait Marianne juste avant, parce que toutes les pathologies qui sont mentionnées dans la CIF et dans les corsets, le TDAH, la paralysie cérébrale, le TSA, à chaque fois, avant de paraître dans les corsets de la CIF, ça nécessite d'avoir un consensus d'experts, un consensus d'ELFI qui soit robuste, afin vraiment d'avoir une vision qui soit la plus exhaustive possible. Donc généralement, c'est un processus qui est très long et qui est très chronophage, à la fois en termes de temps et à la fois en termes de ressources. Donc, sur la base de ça, on se rend compte que ces classifications ont des limites. C'est un petit peu aussi l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, les éléments en lien avec les conséquences fonctionnelles sont intégrés à différents niveaux. Toutefois, il n'y a pas toujours des références qui sont explicites ni aux impacts, ni au retentissement fonctionnel. Donc, nous, en pratique clinique, ça va limiter en tout cas l'usage de ces cadres de référence parce qu'on ne sait pas forcément si on doit documenter la participation sociale, si on doit documenter les facteurs personnels, si on doit documenter les activités, si on doit documenter les facteurs environnementaux. Donc, ça vient créer un espèce de flou terminologique qui vient généralement entraver ou en tout cas pénaliser nos pratiques professionnelles. Il y a des différences terminologiques et conceptuelles qui sont fortes. D'un côté, on parle des habitudes de vie. De l'autre côté, on parle de la participation sociale. D'un côté, on parle des facteurs. De l'autre, on parle des obstacles. Et ces deux classifications ne capturent pas tous les aspects des conséquences fonctionnelles qui sont spécifiques aux troubles du langage et des apprentissages. Ça, c'est assez logique parce que, au regard de la complexité et de la multidimensionnalité des différences interindividuelles et culturelles, c'est un vrai défi que d'essayer de capturer l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des dimensions des conséquences fonctionnelles des troubles du langage et des apprentissages. Une autre des limites qui a été davantage relevée en tout cas par Kwok et par Wayne, c'est qu'il y a des interprétations donc divergentes, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, concernant la manière d'appliquer la CIF aux troubles de la parole, du langage et de la communication, notamment avec la question des différences entre activité et participation sociale. Et enfin, la dernière limite, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a un manque significatif d'instruments de mesure rapportés par les patients, donc d'outils d'auto-évaluation qui soient spécifiques à notre profession. Donc ça vient limiter en tout cas la documentation des impacts et du retentissement fonctionnel.
quelques pistes de solutions qu'on a tenté d'identifier en tout cas, et puis auxquelles on essaye de répondre au travers de ma thèse. Tout d'abord, définir les concepts d'impact et de retentissement fonctionnel. Ensuite, élaborer un cadre de référence interdisciplinaire commun. Ça nous tient extrêmement à cœur parce que plus on aura un langage partagé avec l'ensemble des disciplines, plus on pourra documenter et favoriser la comparabilité des résultats et donc bonifier nos plans d'intervention et l'implémentation de ceux-ci dans le quotidien des enfants. Et enfin, développer des outils de mesure qui soient valides et fiables. Alors, on parle beaucoup des conséquences fonctionnelles, effectivement, mais il était temps qu'on puisse mettre un petit peu la lumière sur ce que c'est que ces conséquences fonctionnelles. Donc, on a essayé à partir de notre revue de portée, vous pourrez trouver le détail dans la fiche qui est présentée à l'ACFAS actuellement, de la méthodologie. Les impacts fonctionnels, c'est vraiment les conséquences directes, les conséquences observables des limitations et des restrictions qui sont rencontrées par une personne et qui vont venir entraver sa capacité à accomplir ou à participer à des activités de la vie quotidienne, et ce, dans un environnement donné. Je donne un exemple concret. Par exemple, le patient qui aurait des difficultés pour présenter des travaux de groupe, pour travailler en groupe avec des copains pour préparer un exposé, le patient qui aurait des difficultés, par exemple, pour demander son chemin dans un centre commercial, le patient qui aurait des difficultés pour réaliser ses devoirs à la maison. Tous ces exemples-là, ce sont des impacts fonctionnels. A contrario, le retentissement fonctionnel, et l'un n'exclut pas l'autre, l'un est complémentaire à l'autre. Le retentissement fonctionnel, c'est la manière dont une personne perçoit subjectivement l'influence de tous ces impacts fonctionnels sur différents aspects de sa qualité de vie. Finalement, c'est les conséquences émotionnelles et les conséquences comportementales. Et ce qui va être intéressant, ça me permet d'introduire un petit peu les implications cliniques que je vais vous présenter après. On peut imaginer que ça va avoir des impacts forts et pour l'évaluation, et pour l'accès aux services, et pour l'intervention orthophonique. Donc, défi, parvenir à un cadre de référence interdisciplinaire commun. Effectivement, l'évaluation du fonctionnement de l'enfant d'âge préscolaire n'est pas monolithique. Il y a plusieurs dimensions et il faut qu'on arrive à un cadre transdisciplinaire, en tout cas interdisciplinaire, de façon à la fois à parvenir à un langage commun, mais également pour faciliter la communication entre tous les acteurs gravitant autour de l'enfant. Concernant le constat du manque d'outils, c'est quand même assez rassurant parce qu'on a quand même pas mal d'outils qui sont actuellement en cours de développement et de validation. Alors oui, on n'a pas de Steve Corsets, effectivement, qui soit spécifique aux troubles du langage et des apprentissages. Oui, on a peu d'instruments de mesure qui soient spécifiques à la population pédiatrique. Néanmoins, il y a des outils qui sont en cours de développement, donc le CLIF 3.6 et 6.12, vous pouvez trouver en accès libre. En France, je suis en train de travailler sur le développement d'un outil en langage écrit qui s'appelle le questionnaire de retentissement fonctionnel du langage écrit. Et je suis également en train de travailler également sur un questionnaire de retentissement fonctionnel qui soit plutôt spécialisé sur les troubles alimentaires pédiatriques. Et avec les travaux d'Anne Lafay et Jean Clay, on voit aussi qu'on a des questionnaires d'impact fonctionnel qui sont en train d'émerger pour la cognition mathématique. Cependant, il faut quand même rappeler que tous ces outils que je viens de vous présenter juste avant, ils restent développés sur la base de classifications qui ne prennent pas toujours en considération les spécificités des troubles du langage et des apprentissages, ce qui risque de limiter à la fois leur validité et à la fois leur fiabilité. Donc, on a repensé l'idée de, OK, il faut mesurer le fonctionnement et le handicap. Pourquoi? Maintenant, on va essayer de réfléchir à auprès de qui on intervient et sur la base de quels critères on peut ou on doit intervenir. Alors, Karen McGregor et collègues, elles ont réussi à montrer dans ce graphique, donc en bleu, vous avez des critères de fonctionnement et généraux, et en gris, vous avez des résultats obtenus à des tests standardisés langagiers. Ce qu'on voit, tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de seuil de démarcation naturelle entre des enfants TDL et des enfants non TDL. Ça vient re-questionner nos seuils de critères diagnostiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Todor Datir, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que le seuil le plus sensible pour comparer une population et l'autre, c'est -1 écart type.
Donc, ça vient quand même remettre aussi en question l'idée de -1,65, -2 écart type qu'on peut parfois retrouver dans certaines batteries d'évaluation, en tout cas des troubles du langage. Le deuxième constat qui est assez intéressant, c'est que dans la même famille des patients avec des troubles du langage, vous avez des profils de fonctionnement qui sont complètement éclectiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont très bien fonctionner, et ce, malgré l'existence d'un trouble du langage, alors que d'autres vont avoir des impacts et du retentissement fonctionnel qui est beaucoup plus important à sévérité égale, c'est-à-dire avec des atteintes langagières équivalentes. Donc, je vous encourage à aller sur une vision qui est beaucoup plus écosystémique, hein, en tout cas de la prise en soin et de l'évaluation des troubles du langage. Aujourd'hui, dans nos pratiques, hein, c'est assez courant d'évaluer à la fois les aspects linguistiques, la parole, la langue, les aspects individuels, hein, donc avec notre anamnèse, mais il y a des pratiques qui sont de plus en plus émergentes et en tout cas qui sont extrêmement intéressantes, c'est d'évaluer davantage les aspects environnementaux avec la question de la communauté linguistique et d'évaluer les aspects fonctionnels, avec notamment la documentation de l'usage du langage dans des situations de communication variées et beaucoup plus écologiques. Donc, pour prendre en compte les conséquences fonctionnelles qui sont décrites par la personne qui a orienté l'enfant, pourquoi ça va être intéressant? Parce que cette prise en compte de la plainte, c'est-à-dire qu'une personne vient référer un enfant en orthophonie, et ça manifeste déjà l'idée qu'il y a des impacts fonctionnels. Et c'est auprès de cette personne qu'il faudrait presque qu'on focalise davantage, en tout cas en premier lieu, notre investigation des conséquences fonctionnelles, parce que c'est cette personne qui a su repérer qu'il y avait des divergences, en tout cas dans le fonctionnement ou des difficultés de l'enfant à répondre aux exigences fonctionnelles du milieu dans lequel il évolue. Donc, la demande, c'est comme un témoin des difficultés qui sont rencontrées dans le quotidien de l'enfant. On doit documenter davantage les conséquences fonctionnelles auprès des différents acteurs et donc on l'a vu, ne pas prendre seulement en compte la perspective des tiers mais également la perspective de l'enfant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre petit à petit de venir tisser des liens entre la demande et les conséquences fonctionnelles. Et ça va nous permettre de manière très concrète d'affiner et de personnaliser nos objectifs d'intervention. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la gêne dans les interactions sociales? Est-ce qu'il y a des difficultés à présenter ses idées lors de travaux de groupe? Est-ce qu'il y a une compréhension de consigne qui est fragile? Et à partir de ça, avec une visée bottom-up et top-down, on va vraiment pouvoir avoir des objectifs à la fois à court terme et à long terme. Déterminer le degré de sévérité des troubles, ça revient à se poser la question de est-ce que c'est un problème d'outil ou est-ce que c'est un problème d'utilisation de l'outil dans la vie quotidienne? Finalement, est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule? Et on voit bien que pour déterminer le degré de sévérité des troubles, on ne va plus se focaliser uniquement sur les dimensions langagières. Là, vous voyez ici que Ibrahim, il a une sévérité légère de son trouble, avec une atteinte lexicale et discursive. Néanmoins, il a des facteurs de protection qui sont bien documentés, tant sur le plan des facteurs personnels que sur le plan des facteurs environnementaux. A contrario, la petite Héloïse, elle a un degré de sévérité qui est davantage modéré, avec à la fois une atteinte lexicale et une atteinte discursive, toujours les mêmes facteurs de protection. Par contre, son défi à elle, c'est qu'elle a un autre trouble du neurodéveloppement qui vient se surrajouter à son TDL. Elle a notamment un trouble de la coordination motrice. Donc on voit bien que le cumul des TND va aussi avoir un effet fort et va avoir des conséquences sur le degré de sévérité. Prenons Roméo, lui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, Roméo, maintenant, il a à la fois une atteinte lexicale et une atteinte discursive. Cependant, on se rend compte qu'il a des obstacles, à la fois sur le plan personnel et à la fois sur le plan environnemental. Néanmoins, il n'a pas de trouble de la coordination motrice. Et pour autant, le degré de sévérité, il est beaucoup plus sévère parce qu'il va moins facilement s'adapter aux différents défis et aux différentes exigences de ces différents environnements.
Donc, quels aspects finalement prendre en compte dans nos interventions? À nouveau, de manière assez courante, on prend en compte les résultats aux épreuves standardisées, issus de nos bilans. On prend en compte les aspects biologiques et psychosociaux des individus, ça c'est ce qu'on fait déjà. Et je vous ai mis avec des petits pointillés les aspects environnementaux et fonctionnels parce que c'est quand même des pratiques qui sont semi-courantes, c'est-à-dire que c'est de plus en plus courante. Et on ne va plus se centrer sur la forme du langage, mais on va essayer de se centrer davantage en rééducation sur l'usage du langage. C'est-à-dire qu'un enfant qui dirait « moi veux pain », finalement on le comprend. Ça ne va pas forcément générer des bris de communication. Un enfant qui dit le chapeau de le monsieur, c'est pareil. Ça ne va pas forcément générer des bris de communication. Donc, on va également essayer d'implémenter toutes les stratégies qu'on va proposer, qu'on va modéliser à l'enfant dans son quotidien, dans sa vie sociale. Et on va essayer aussi d'avoir une intervention qui est plus indirecte sur tous les partenaires de communication, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, ils représentent des facteurs de protection ou des facteurs de risque significatifs sur la participation sociale et la qualité de vie des enfants avec des troubles du langage. Donc, interagir sur les attitudes des parents, les attitudes des enseignants, les attitudes des camarades de classe, ça va agir comme un facteur de protection qui va venir atténuer les conséquences des troubles du langage. Donc c'est un vrai enjeu en tout cas qui s'ouvre à nous dans les années à venir. L'accès aux prestations de services, donc en vue du modèle RAI qu'on connaît relativement bien, du modèle de réponse à l'intervention, ce modèle aujourd'hui il a quand même quelques limites. Lesquelles? Il y a une disparité d'accès aux services qui a été observée selon le genre. Pourquoi? Les filles sont souvent sous-diagnostiquées parce qu'il y a des différences dans les manifestations neuronales et dans les manifestations comportementales des troubles du langage, ce qui va générer des inégalités à la fois dans le repérage et dans le diagnostic. Il y a aussi du masking, c'est-à-dire que les filles vont davantage masquer leurs difficultés que les garçons, avec des troubles du comportement internalisés chez les filles versus externalisés chez les garçons. Et enfin, on sait aussi, et ça c'est bien documenté, que les partenaires de communication réagissent différemment et interagissent différemment selon le genre de l'individu qu'ils ont en face d'eux. Donc on va être davantage dans un vocabulaire émotionnel, on va être davantage dans la pose de questions avec les filles, alors qu'on va être davantage dans les injonctions et une phrase avec une longue dénoncée moyenne plus courte chez les garçons. Donc, le modèle de RAI, finalement, comme je vous l'ai dit, si on fait le lien avec la question de la plainte, nous permettrait déjà de documenter les premiers impacts fonctionnels, puisqu'il y aurait des impacts sur la réussite scolaire. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Il faut intégrer plus systématiquement l'évaluation du retentissement fonctionnel et notamment l'auto-évaluation de l'enfant dans les processus d'évaluation RAI. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grande limite de ce modèle qui est offert dans les prestations de services, c'est qu'on ne prend pas assez en compte le ressenti de l'enfant par rapport à ses activités quotidiennes. Donc, il devient nécessaire de développer des outils de mesure validés fiables, tout ça pour repérer plus efficacement, pour dépister, mais également pour surveiller soit les enfants qui sont à risque, soit les enfants qui présentent un trouble qui est reconnu. Donc, je me permets d'ajouter, Jérémy, entre autres, l'importance d'évaluer le retentissement fonctionnel, notamment pour les enfants qui auraient, par exemple, une double exceptionnalité, donc une douance avec un trouble qui pourrait se retrouver masqué dans leur performance, qui pourrait rester dans les limites de la normale. Mais souvent, ils vont avoir un ressenti, eux, ils vont se sentir vraiment moins bons parce qu'ils vont sentir la différence entre ce qu'ils sont capables de faire par ailleurs et la difficulté scolaire qui est vécue. Donc, dépendamment notamment aussi de ce qui est évalué lors du processus RAI, ça pourrait être plus ou moins apparent. Merci, Marianne. Donc, on voit bien qu'on a une amélioration de l'identification des enfants qui présentent un TDL, notamment léger et modéré, grâce, comme le disait Marianne, à la documentation de ce retentissement fonctionnel. On va mieux documenter, on va mieux identifier tous les enfants qui ont réellement besoin de services spécialisés, qui inclut aussi les enfants qui présentent une douance. Auprès de qui intervenir?
Sur quoi intervenir? On va parler désormais de la coordination de soins. Donc, comme je vous l'ai dit, parvenir à un langage commun interdisciplinaire est essentiel, de façon à avoir une compréhension partagée, une communication qui est plus efficace. Et là, je pense au système d'information partagée, je pense aux réunions de concertation, je pense au plan d'intervention. Donc, plus on va parler le même langage avec l'ensemble des acteurs, plus ça va faciliter l'implémentation des stratégies dans les milieux de vie de l'enfant. Et donc, développer un modèle qui est interdisciplinaire et commun, quelle est la finalité? C'est de fournir une base solide pour la recherche, mais bien évidemment aussi pour la pratique et pour la coordination de soins, de façon à avoir une meilleure comparabilité des études, des résultats qui soient plus fiables, et on va certainement améliorer et innover nos pratiques professionnelles en réduisant finalement soit la durée des soins orthophoniques, soit en améliorant la qualité des soins qui sont proposés aux enfants. Le dernier constat, c'est l'évaluation de l'efficacité des interventions. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les tests standardisés sont insensibles aux difficultés qui affectent le fonctionnement du langage au quotidien. Donc, aujourd'hui, dans les études scientifiques, encore trop peu d'études intègrent des mesures axées sur la participation sociale de l'enfant. Donc, on utilise souvent des tests standardisés pour documenter l'efficacité des programmes d'intervention. Ces tests de difficulté qui affectent le fonctionnement. Donc, il y a un vrai enjeu ici en recherche d'inclure davantage de mesures rapportées par le patient pour renforcer non seulement l'efficacité des interventions orthophoniques, mais également leur pertinence. Et en clinique, l'évaluation des conséquences fonctionnelles dès le bilan initial va permettre pour les orthophonistes d'établir une ligne de base fonctionnelle qui offre ainsi une référence objective pour évaluer les progrès et ajuster votre plan d'intervention selon les changements qui sont observés au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire de bilan initial, bilan de renouvellement sur la base de tests standardisés. On va davantage mettre de l'avant les conséquences fonctionnelles pour ajuster nos plans d'intervention et stratégies qu'on y met à l'intérieur. Le croisement des sources d'évaluation est nécessaire. Finalement, il n'y a personne qui a raison, ni l'enfant, ni le parent, ni l'enseignant. Il faut absolument, le plus souvent possible, essayer de documenter, en tout cas d'avoir plus de croix au niveau de la documentation des conséquences fonctionnelles, notamment pour l'accès aux services, mais également pour la décision d'arrêt de soins. Pourquoi? Parce qu'on a des divergences qui sont significatives en fonction des personnes, étant donné l'influence des facteurs personnels et environnementaux qui sont liés aux environnements dans lesquels l'individu évolue et des exigences qui y sont associées. Donc, l'enjeu, c'est d'évaluer la généralisation des capacités dans différents contextes, les activités, les moments, les personnes impliquées dans différents environnements physiques, linguistiques, culturels, sociaux, et d'ajuster aux besoins tous les moyens d'intervention qu'on aura mis en place. Par exemple, on se rend compte qu'il n'y a pas de généralisation, en tout cas, il n'y a pas d'amélioration significative du discours, de la production syntaxique de notre enfant entre notre cabinet et l'extérieur. Dans ce cas-là, ça va venir motiver le fait d'intervenir sur les attitudes des personnes significatives dans l'entourage de l'enfant. Puisqu'on sait que dans le peu de temps que l'on peut proposer en orthophonie, ce ne sera pas suffisant pour venir généraliser cette nouvelle compétence et en tout cas l'améliorer au quotidien. Ça vient aussi souligner qu'il y a trop peu encore d'études longitudinales en orthophonie, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de bonnes connaissances de l'évolution des trajectoires développementales individuelles. Donc, on a du mal, en tout cas, on ne connaît pas encore assez bien les transitions et les changements qui surviennent aux différentes étapes de la vie et les différences qui y sont associées. Ça a un autre enjeu, c'est qu'on ne peut pas du coup vraiment bien documenter toute l'efficacité de ce qu'on fait, notamment en prévention et en intervention précoce. C'est-à-dire que si on s'appuie que sur des mesures standardisées ou des mesures linguistiques et qu'on ne prend pas assez en compte des mesures de qualité de vie, ça va venir nuancer, en tout cas teinter les résultats qu'on peut obtenir lors de programmes de prévention et d'intervention précoce.
Et ça nous encourage aussi à mieux identifier, en tout cas à chercher plus systématiquement tous les facteurs de protection qui sont significatifs pour l'enfant, parce qu'on se rend compte qu'on va pouvoir agir non seulement sur les compétences langagières, mais également sur tous les facteurs personnels et environnementaux qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement de notre patient au quotidien. En conclusion, il y a plusieurs pistes de solutions qui ont été identifiées. Définir tout d'abord, comme on l'a fait, les concepts d'impact et de retentissement, développer un cadre de référence commun et des outils de mesure qui soient valides. Il va falloir également qu'on revoie nos critères d'identification qui guident nos décisions de soins, ne plus se baser uniquement sur la base de nos tests standardisés qui sont insensibles au handicap, repenser nos politiques d'accès aux prestations de services, intégrer davantage de mesures fonctionnelles à la fois dans nos pratiques quotidiennes et en recherche clinique, mener plus d'études longitudinales pour comprendre l'évolution des trajectoires développementales et du fonctionnement individuel au fil du temps. Donc actuellement, dans le cadre de la thèse, on a déjà qui nous a permis de parvenir à l'élaboration de définition des impacts et du retentissement fonctionnel. La prochaine étape qui est en cours, c'est de développer un modèle qui permettra aux cliniciens et aux orthophonistes notamment de mieux documenter, d'avoir un cadre de référence qui soit plus clair pour documenter les conséquences fonctionnelles des troubles. Et le dernier gros enjeu de notre travail en cours, c'est de parvenir à un consensus d'experts, un petit peu comme le consensus Catalyse, mais cette fois-ci qui soit centré sur les conséquences fonctionnelles des troubles du langage et des apprentissages, compte tenu de la complexité et de la multidimensionnalité des conséquences fonctionnelles. Les messages clés de cette conférence, il y a 3 facettes du handicap: perçu, ressenti, reconnu. Donc, en pratique clinique, il va falloir qu'on essaye de bien distinguer si le handicap de notre patient, il est plutôt perçu et ou ressenti et ou reconnu. L'absence de consensus terminologique et de cadre de référence, ça vient entraver l'uniformisation de nos pratiques d'évaluation. Donc, c'est important là qu'on développe rapidement un langage et un cadre de référence qui soit commun, surtout pour faciliter aussi le travail en clinique, hein. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Les décisions de soins et l'accès aux prestations de services ne doivent plus être basés sur les seuls obtenus à des tests standardisés, mais donc notamment le RAI, mais intégrer l'évaluation plus systématique des impacts et du retentissement fonctionnel. Aujourd'hui, il y a peu d'outils pour mesurer de manière satisfaisante les répercussions des troubles du langage et des apprentissages, mais on a vu, il y a quand même des outils qui sont prometteurs, qui sont en cours de développement et de validation. Enfin, il va falloir qu'on développe davantage des SCED, donc des Single Case Experimental Design, donc des études de cas et des études longitudinales, pour mieux comprendre toutes les transitions, tous les changements qui surviennent aux différentes étapes de la vie, ainsi que les différences individuelles que l'on peut observer en clinique. Finalement, pourquoi un patient qui a moins un écart type, un autre qui a moins un écart type, et enfin un dernier qui aurait toujours moins un écart type, pourquoi les manifestations cliniques de leurs troubles, elles varient significativement compte tenu de la présence de facteurs de protection ou de facteurs de risque. Je vous remercie de votre attention. Excellent, merci beaucoup, Jérémy. C'était très intéressant. La période est maintenant ouverte pour les questions. Nous avons environ 8 minutes pour des questions. Audrey. Bonjour Jérémy, Bonjour Audrey. ça va? Ça Merci va. pour la présentation, très intéressant. J'avais quelques questions, mais je vais en prioriser une. Quand tu parles, attends, j'ai pris ma note là, de degré de sévérité. Tu parles de degré de sévérité du trouble, mais est-ce que tu parles vraiment du degré de sévérité du trouble ou des conséquences fonctionnelles? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements et d'enjeux autour de ça. J'aimerais avoir des précisions. Alors, l'idée, effectivement, en tout cas dans l'approche dans laquelle on se situe, c'est vraiment d'essayer d'identifier le degré de sévérité des conséquences fonctionnelles, donc finalement du handicap, parce qu'on voit bien que le degré de sévérité du trouble, il va être important, mais plus dans une perspective d'identification. C'est-à-dire que on ne veut pas absolument, on veut pas remettre en cause les tests standardisés. D'ailleurs, le DSM-5, il est assez clair. Il encourage de documenter à la fois avec des épreuves standardisées et à la fois avec des évaluations fonctionnelles pour dire il y a un trouble,
Oui, il n'y a pas de trouble. La seule chose, c'est que ça doit être utile en évaluation, mais en intervention, on devrait davantage se focaliser sur le degré de sévérité des conséquences fonctionnelles pour justifier de la plus-value, de la valeur ajoutée de recourir à des soins orthophoniques. Donc, on pourrait avoir un trouble sévère du langage, mais ayant des conséquences fonctionnelles légères, et ça serait correct aussi. Puis quand on évalue ou on apprécie le degré de sévérité et qu'on considère là, tous les éléments des facteurs, donc le jeune lui-même, le contexte, ça, c'est vraiment plus pour documenter ou pour qualifier le niveau d'atteinte des conséquences fonctionnelles. Alors que le trouble, on se fie davantage aux résultats standardisés, c'est ça? C'est exactement ça. Et comme l'a dit Bishop et collègues, hein, ou McGregor et collègues également, bah, ce qu'on se rend compte, c'est que les tests standardisés, à la fois, ils sont insensibles au fonctionnement Mhm. quotidien, et en plus, ce sont des prédicteurs peu fiables du handicap. C'est-à-dire que sur une perspective lifespan, donc sur une perspective de trajectoire développementale, on ne peut pas, sur la base de tests standardisés, prédire la qualité de vie d'un enfant avec une sévérité langagière équivalente. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Jérémy, je t'encourage peut-être à mettre ta diapo de référence pour que les gens puissent Oui. les consulter lors de l'enregistrement. Alors, Disons, de l'enregistrement. alors, voilà, il y en a quatre, hein, mais vous aurez accès au PDF. Voilà, on s'est mis d'accord avec Ingrid à ce sujet-là, donc vous aurez accès au PDF à la suite de la présentation, et ça sera rediffusé sur YouTube, je crois, donc vous pourrez la réécouter au besoin. Peut-être juste pour être sûr de recevoir le PDF, je vous invite à inscrire votre courriel dans le clavardage ici-bas, qui normalement s'enregistre avec l'ensemble des choses comme ça. On sait que vous le voulez. Merci Audrey. Et puis au besoin, je vous l'enverrai manuellement si ça passe pas automatiquement. En cas de besoin, voilà, vous nous contactez, soit moi ou Jérémy. Et il va vous arriver, il va vous être acheminé d'une manière ou d'une autre. Merci. Euh, alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sinon, moi j'aurais un commentaire mais qui va un peu dans le sens de ce que tu dis et je trouve ça intéressant dans ce sens-là. Tu sais, on a eu une étude doctorale de Marilyn Dionne sur justement la pragmatique, les impacts au périscolaire et tout ça. Et puis ce qu'on voit dans son intervention, justement, c'est que ce qui bouge le plus après une intervention de 10 semaines, c'est la perception des éducatrices de la dépendance et de l'autonomie, de l'isolement, de l'anxiété de jeunes enfants. Donc, quelque part, c'est comme si l'impact était plus fort sur le retentissement fonctionnel, plutôt l'impact fonctionnel, parce qu'on n'a pas vraiment demandé à l'enfant ce cas-là, que sur des aspects langagiers, d'ailleurs, qui avaient bougé un peu, mais c'est difficile à faire bouger beaucoup plus. Mais il y avait des changements, notamment au niveau de la pragmatique, qui ont amené un fonctionnement dans le milieu groupe qui était différent et qui rendait l'enfant plus non. Donc effectivement, ce que tu dis est tout à fait pertinent pour les études cliniques aussi, parce que c'est ça qu'on veut au final. C'est est-ce que l'enfant fonctionne mieux dans son groupe? C'est pas est-ce qu'il a appris 12 mots, n'est-ce pas? C'est ça. Donc Et, effectivement, mais ça reste très compliqué à mesurer. C'est très, très long encore. Alors, je suis très, très curieux et, comment dire, en trépidation pour voir vos solutions possibles parce qu'il y en a effectivement, souvent elles sont longues, souvent elles sont complexes. Nous, on a quelques-unes. Puis voilà. Et, voilà, donc c'était pour te dire qu'effectivement, on commence à suivre ces recommandations. En fait, on les suivait un peu. Mais effectivement, ça donne des choses très intéressantes à observer dans ce et, et, sens-là. et surtout en pratique française aussi, c'est ce que notamment, j'ai beaucoup échangé avec Marianne, hein, où finalement, nous, on n'a pas de limite, hein, dans les prestations de services, hein, on n'a pas de durée qui est imposée. Bah, ça nous permet un petit peu
de recadrer aussi la durée des interventions qui est proposée, c'est-à-dire que finalement, comme on va se focaliser davantage sur les répercussions, et en sachant que ces répercussions, comme tu le disais très justement, ça va venir bonifier les habiletés langagières au fur et à mesure du développement de l'enfant, bah, ça vient changer un petit peu notre paradigme de travail. Donc, en tout cas, moi, les retours que j'en ai, c'est quand même que ça a des impacts très forts sur les durées d'intervention des collègues, en tout cas, qui travaillent de cette façon-là. Peut-être une dernière chose, tu as dit quelque chose qui m'a. Je vois qu'il n'y a pas de main, donc je me permets un autre commentaire, mais si quelqu'un veut parler, vraiment, ça fait plaisir, hein, mais. Ah, voilà, Annie, voilà. Je m'excuse, mais ça va être assez rapide. En fait, je me questionnais s'il y avait des outils existants pour documenter le point de vue du jeune enfant. Alors, oui, alors, enfin, oui et non. En langage écrit, du coup, on est en train de travailler en France sur CE1. Alors, je crois que chez vous, c'est troisième secondaire. Marianne, Je veux quatrième? dire les âges. Ah, bon, 7 ans, à partir de 7-8 ans à peu près. Voilà. Donc, c'est à partir de 7-8 ans et jusqu'au collège, donc jusqu'à 16 ans. On est en train de travailler là-dessus en langage écrit. Ensuite, en troubles alimentaires pédiatriques, on est en train de travailler, mais sur des questionnaires parentaux. Donc là, bah, malheureusement, on n'a pas encore travaillé sur la version pour enfants. En mathématiques, le questionnaire qui a été cité par Anne Lafay va prendre en compte un questionnaire qui est rapporté par l'enfant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et sinon, du coup, pour répondre à ta question, Annie, je me permets aussi de te dire que dans le cadre de ma thèse, et certainement de mon postdoc, pour être très précis, on va essayer de développer un outil qui sera vraiment plus généraliste, qui vise à documenter les conséquences fonctionnelles sans se préoccuper finalement de la pathologie. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un outil qui permette d'évaluer les répercussions au quotidien d'un trouble en se basant sur les indicateurs et les dimensions les plus significatives. Donc, ça serait un petit peu comme un gold standard qu'on pourrait avoir comme ça en pratique clinique et dans d'autres milieux éducatifs, sociaux, par exemple, pour pouvoir repérer les enfants à risque. Parfait, merci. Merci, Audrey. Annie, excuse-moi. Mais merci. Et c'était ma question aussi. Et peut-être une chose qui pourrait être, pour conclure, effectivement, pour lancer une autre discussion, c'est la connaissance de soi qui est au centre de quelques réflexions actuelles, hein. Parce que ce que les adolescents, notamment les jeunes adultes, nous disent dans certaines recherches, c'est intéressant de voir la discordance avec eux-mêmes aussi, hein, par rapport à certaines grilles, comme la grille de l'achat quality of life, par exemple, pour les adolescents, versus ce qu'ils nous disent, versus ce qu'ils font, versus qu'est-ce qu'on observe. Alors, des fois, la connaissance de soi est aussi quelque chose qui peut être dégagé de ces questionnaires-là. C'est juste pas, peut-être, c'est d'un côté aussi comment ils se perçoivent, mais des fois, c'est parce qu'il y a un besoin qu'on continue à réfléchir, puisque Chantal a démarré, Véronique, et comme ça on fait avec Escalade. Je pense que ça va un peu dans ce sens-là, de se connaître davantage aussi. Alors, je pense que ça fait partie d'une mouvance qui a plusieurs bras, hein, et qui va un peu partout. D'un côté, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, mais de l'autre, c'est aussi peut-être les aider, les accompagner à voir les choses telles qu'elles sont, alors que des fois, elles ne sont pas telles qu'elles sont. Alors, des fois, c'est tout ça. La connaissance de soi, c'est quand même un domaine intéressant. Et je pense que ce que tu fais va dans ce sens aussi. Et juste pour rebondir et conclure là-dessus, effectivement, donc les travaux de Chantal, effectivement, moi que je trouve absolument passionnants, je pense effectivement que ces travaux-là qui sont plus centrés sur l'intervention sont absolument essentiels. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, en tout cas nous c'est ce qu'on se rend compte dans les études qu'on est en train de mener, que vous allez avoir des perceptions qui sont quand même assez divergentes. Donc on a des bonnes cohérences internes dans nos études, c'est-à-dire que c'est plutôt bon signe, hein. Les perceptions des jeunes sont plutôt, en tout cas, vont dans le même sens. Néanmoins, il y a encore des divergences, notamment sur les aspects émotionnels et comportementaux. C'est-à-dire que quand on demande à des jeunes, même au collège, de documenter leur retentissement fonctionnel, et là, notamment, par exemple, en classe de 5e, donc à peu près à 13 ans, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à différencier significativement nos patients avec un trouble du langage écrit de ceux qui n'en ont pas. Donc on se rend compte à quel point il y a potentiellement des périodes de transition comme ça liées à la puberté, liées aux transitions développementales, qui vont être aussi à prendre en compte dans nos évaluations et qui vont encore un peu plus complexifier nos évaluations fonctionnelles. Merci beaucoup, Jérémy.
C'était vraiment intéressant, je pense très clair. Tout le monde veut les diapositives, alors c'est toujours bon signe. Euh, c'est 1 heure. Moi, je vous laisse partir. Je pars moi aussi pour une autre rencontre. Mais si vous voulez rester encore quelques moments pour parler avec Jérémy et Marianne, ils sont hauts de la salle, alors ils sont hauts, alors ils peuvent rester ici si vous souhaitez continuer la discussion. Merci Stéphano, hein, merci pour l'accueil. Hein. Merci à vous, merci encore, et on se voit tout bientôt à Ottawa. Ça marche, ouais, avec plaisir. Parfait. À jeudi. Au Bonne revoir. journée tout le monde, bye bye. Jérémy, peut-être Oui, arrêter le partage d'écran. ouais, hop, ça sera plus simple. Oui, Audrey, dis-moi tout. Ah, c'est toi qui vas me dire tout. Dis-moi donc, le retentissement fonctionnel, comment je te dirais? Est-ce que tu le considères comme le point central? Je comprends le concept, je trouve ça pertinent, essentiel en fait, mais j'essaie de voir c'est quoi l'importance que tu y accordes dans tout le processus d'évaluation et d'intervention orthophonique. Voilà. Alors, ok, bonne question. Alors, dans le processus d'évaluation, pour moi, je le mets vraiment au même niveau que mes impacts fonctionnels et mes évaluations standardisées. C'est-à-dire que pour moi, il y a comme 3 piliers et donc pour moi, les 3 sont au même niveau. Par contre, si je me rends compte qu'il y a des discordances entre ce que les parents ou les enseignants documentent en termes d'impact fonctionnel et le retentissement ou la perception de ces impacts fonctionnels, pour le coup, ce qui est possible aussi, hein, je me dis que c'est presque mon premier travail en tant qu'orthophoniste. J'aime bien, en France, il y a un terme pour dire ça, je ne sais pas ici au Québec, c'est psychoéducation. Donc j'aime bien travailler dans cette visée de psychoéducation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conscientisation du trouble, donc lui faire prendre conscience de ses impacts fonctionnels. Et tu sais, avec la métaphore de la boîte à outils, les outils, il les a dans sa boîte à outils avec la rééducation orthophonique, ou il les a même tout court grâce aux facteurs de protection. Et donc, on va juste travailler sur lui faire prendre conscience qu'il a des outils et quel outil il va pouvoir utiliser par rapport aux bris de communication qu'il rencontre. Je me permets d'ajouter aussi un élément par rapport à la collaboration, disons, de l'enfant, de l'adolescent dans la rééducation, si on aborde des objectifs d'intervention qui lui tiennent à cœur, qui pour lui sont importants, qui adressent ce que lui ressent comme étant problématique, c'est sûr qu'il y a une adhérence au traitement qui risque d'être améliorée dans ce contexte-là. C'est ça. Oui. Et pardon, oui, excuse-moi, enfin, je rebondis sur ce que dit Marianne parce que c'est tellement vrai en fait. C'est-à-dire que pour le coup, c'est un constat que je fais tellement en clinique, c'est-à-dire que je pense que ça bonifie la motivation et l'engagement et du patient et des parents. Parce que comme tu tapes dans le mille, tu tapes pile poil sur ce dont ils ont besoin, tu vois, et en plus, tu as un langage qu'ils comprennent, qui n'est pas jargonnant, qui n'est pas professionnel, tu vois, ils se sentent vraiment écoutés et généralement, ils se remettent en mouvement à la suite de ça. Super. Parce que ma crainte, si je peux te partager, c'est que, Ouais. ou disons, la mauvaise interprétation qu'on pourrait avoir, je pense, mais tu me diras ce que tu en penses aussi, mais c'est que quelqu'un peut dire, ah ben, il n'y a pas de retentissement fonctionnel, donc je n'ai pas à intervenir. Tu sais, on pourrait aller à Non, l'extrême dans cette mais c'est ça. interprétation-là. Alors qu'à En fait, l'inverse, toi, tu augmentes le retentissement fonctionnel, mais pour outiller le jeune. Fait que c'est bon. Je voulais juste être sûre que c'était clair puis que c'était c'est ça. vraiment ce qui était Et plus puis, encouragé. Oui. et puis tu as raison. Et puis, tu sais, on avait déjà eu cette discussion ensemble. Et l'idée aussi, c'est ça, c'est que je me rends compte aussi à quel point j'évolue. Et on en parle beaucoup avec Marianne, à quel point mon cadre de pensée, il chemine et il évolue avec mes... Là, je trouve qu'on touche du doigt quelque chose de vraiment Avec quoi? intéressant, c'est-à-dire Excuse-moi, que... ça a coupé, j'ai ah, pas bien entendu. pardon, Avec. avec mes échanges, je pense. Ok, parfait, c'est bon. OK. Ouais. Et je disais que, en fait, je trouve qu'on se rapproche de quelque chose d'intéressant avec vraiment cette perspective DSM-5 de il faut documenter les impacts fonctionnels et le retentissement, il faut documenter le côté standardisé en évaluation pour dire il y a un trouble ou il n'y a pas de trouble, et en intervention, de plutôt se baser sur les impacts et le retentissement actuels ou en tout cas perçus en surveillant, s'il n'y en a pas, en surveillant ceux qui sont à risque d'émerger au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que finalement, tu vois, ça pourrait m'arriver en clinique de dire,
OK, bah, là, je vois que vous n'en avez pas besoin. Enfin, il n'y a pas d'objectifs qui sont clairs, il n'y a pas de demande précise de votre côté. Je vous mets en garde parce qu'il est possible que dans 1 ou 2 ans, il rencontre tel et tel défi. Et là, je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi. Oui, c'est bon. Fait qu'il faut avoir vraiment une vision intégrée des différents volets à considérer, parce qu'il y a la performance au score, c'est des scores, les impacts et le retentissement. C'est pas qu'il faut arrêter de regarder l'un et l'autre pour favoriser un seul des trois. Tu sais, c'est les trois qui doivent être pris en considération et de voir de quelle manière c'est le meilleur moment, le moment le plus efficace aussi pour intervenir. Si la personne ne ressent pas ni d'impact ni de retentissement, est-ce qu'il va s'engager dans sa rééducation? Est-ce que ça vaut la peine d'intervenir s'il n'y a pas de réinvestissement à la maison? C'est peut-être pas le meilleur des moments. Donc, il y a aussi une question de maximiser l'efficacité, mais c'est une question qui est complexe. Oui, parce que des fois, il n'y a pas de reconnaissance des impacts ou il n'y a pas de retentissement clair, mais par les Oui. gens qui sont autour de l'enfant, il y a des impacts. Donc là, c'est là la superposition, je pense, des données qui est C'est ça. pertinente. Et des regards, Oui, c'est ça. croisement. C'est complexe. Puis, mais c'est sûr qu'au Québec, les enjeux sont peut-être moins marqués qu'en France où il y a beaucoup plus de services qui peuvent être offerts. Au Québec, c'est tellement limité déjà ce qui est offert qu'habituellement, on ne se rend pas trop à ces questionnements-là. Est-ce que je continue ou j'arrête? La plupart du temps, on souhaiterait continuer. Ben, Mais je pense qu'il y a des contextes quand même où justement cette vision-là serait favorable, ou des fois il peut y avoir un peu un acharnement, là, je dirais entre guillemets, là, rien de mauvais, mais Si, si. de réparer le trouble, par exemple, alors que dans le fond, ce qu'on veut, c'est aider la personne à composer dans son quotidien avec son trouble, avec les meilleurs outils. Donc, je oui. pense qu'il y a quand même, tu sais, une vision intéressante à intégrer au Québec, même si l'enjeu n'est pas le même du tout, là, j'en suis consciente. Oui, tout à fait. Puis il y a la notion d'âge aussi, puis de potentialité et c'est vraiment multifactoriel. Ouais. Et une référence à aller regarder, Audrey, si ça t'intéresse, c'est vraiment l'article de McGregor qui est dans les références. Et à un moment donné, elle parle du coût caché dans les soins orthophoniques. Et c'est ce que dit Marianne, c'est-à-dire que finalement, on veut parce qu'ils ont accès à des services, donc on fait de l'orthophonie, mais le coût caché pour les familles et pour l'enfant, finalement, tu vois, ça vient créer de l'épuisement, ça vient créer du burn-out, tu vois. Enfin, et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller jusque-là dans notre considération de c'est quoi le coût caché des soins orthophoniques. Enfin, voilà, Pour le je client, trouvais tu que... veux dire, que ce soit Ouais, c'est éligible. ça. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Et ça, Oui, excuse. ouais, pardon, excuse-moi. Non, je disais que ça, c'était très novateur pour nous en France parce que comme on n'a pas comme on a cette problématique-là de jusqu'à où on va, quand est-ce qu'on s'arrête, ben là, je trouve que ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Oui. Oui, mais même au Québec, moi, je suis en privé actuellement, puis honnêtement, ça fait partie des éléments que je prends en compte parce que je pourrais passer ma vie à suivre des gens. Et je trouve ça met des mots, ça fait un beau ménage dans toute cette complexité-là, Jérémy. Merci Bon, beaucoup. bah, c'est cool. Merci Audrey, hein. À bientôt, hein. Oui, à bientôt. Merci, Marianne. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.